aujourd'hui, on va parler d'absentéisme et plus précisément donc des longues absences des collaborateurs. Comprendre d'où elles peuvent venir, pourquoi il est important de ne pas les négliger. Et vous repartirez, je l'espère, avec plein de tips, plein de bonnes pratiques à mettre en place directement après ce webinaire. Donc, pour ça, je suis ravie d'accueillir et de donner la parole à Cécile, qui est cofondatrice de Ça ira encore mieux demain, qui accompagne au quotidien les salariés et leurs managers, pardon, pour faire du retour au travail une vraie réussite pour tout le monde. Donc, Cécile, je te laisse la parole et c'est à toi et bon webinaire à tous. Merci Cindy, merci à toutes celles et tous ceux qui sont présents. Je vois des prénoms là sur l'écran. Je suis ravie de vous partager mon activité d'aujourd'hui. Pour vous parler, alors je vais partager l'écran pour vous la présentation. Voilà, je suppose. Vous voyez le... Oui, voilà. Donc, pour vous parler de Ça ira encore mieux demain, je dois commencer, enfin, l'histoire a commencé par mon histoire personnelle, puisque j'étais salariée dans l'industrie et à 2 reprises, j'ai connu les longs arrêts maladie, puisque j'ai fait un premier cancer à l'âge de 28 ans et puis une récidive à l'aube de mes 40 ans. Ces 2 épisodes ont fait que je n'ai pas pu reprendre mon poste de travail après cet long arrêt, alors que je pense que j'étais en capacité. Mais il y a des processus qui se mettent en place et voilà, ça n'a pas eu lieu. La deuxième, donc à l'aube de mes 40 ans, quand je veux reprendre, il y a un PSE qui s'offre à nous, un plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, je vous dis nous parce que je suis la cofondatrice et mon associée Béatrice est une collègue de travail. Nous sommes toutes les 2 managers dans la même business unit, mais sur des secteurs différents, géographiques. Et elle est la personne qui garde le lien en fait entre moi et le siège. Et il s'avérera ensuite avec 2 autres des directeurs de région, puisqu'ils ont également, on est 3 à faire des cancers en même temps. En tout cas, au moment de ma reprise, le PSE et moi, j'ai l'idée. J'ai l'idée d'aller chercher des outils pour accompagner les compagnons de maladie, j'allais dire, mais aussi les managers, parce qu'on n'est pas formé, on ne sait pas faire. On offre aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, mais ça ne tombe pas toujours en adéquation. Donc à l'époque, je reprends donc une reconversion. Béatrice, elle repart aussi sur une reconversion, mais nous ne savons pas que nous allons nous associer et que nous allons créer Ça ira encore mieux demain, qui voit le jour donc en 2019. Donc, pour vous parler de qui sommes-nous, nous sommes l'équipe aujourd'hui d'experts de santé en entreprise avec un parti pris. Un parti pris qui est le suivant, c'est qu'il faut comprendre ce qui se passe chez l'un comme chez l'autre pour avancer, puis pour réussir le lien qui a pu être rompu pendant l'arrêt maladie. On souhaite vraiment guider le manager, pas prendre sa place, pas lui faire d'injonction, mais travailler avec lui sur la bonne posture, la bonne communication. Et puis, avec le salarié, ayant connu l'une et l'autre des problèmes de santé, on sait qu'il y a des étapes durant l'arrêt maladie qui sont franchies et que le retour au travail est vraiment une étape très, très, très spécifique et très, comment dirais-je, mal compris, aussi bien par l'entourage personnel
hein, de la personne malade que par l'entreprise. Bien souvent, dans l'entourage, on vous dit bah, c'est super, tu vas reprendre ton travail, tu vas reprendre ta vie d'avant. Mais on ne reprend pas la vie d'avant parce qu'on est des êtres qui avons connu l'épreuve et on est différents. Je pense que le parcours qu'on a tous eu là avec la crise sanitaire nous montre on a développé des nouvelles compétences avec ce télétravail subi, enfin voilà, et on n'est plus les mêmes qu'avant. Donc c'est le parti pris donc qu'on a décidé et qu'on porte dans l'équipe. Ce parti pris, il est reconnu et il a été récompensé par plusieurs prix, notamment le dernier qui est le prix Innovation Management RH de Préventica, donc par des professionnels, et puis voilà les prix Force Femmes notamment. Voilà, on a été assez fiers. Alors, pour notre webinaire, je vous ai proposé un menu, mais c'est pas plat, entrée, dessert, puisqu'on est sur le canapé et à 14 heures, on va plutôt se dire que c'est un café gourmand avec les différents types d'absences qu'on va voir, des conseils et astuces pour réussir ce retour au travail après une longue absence. Et puis, surtout, le délice, je pense que c'est les échanges et les partages d'expériences qu'on va pouvoir avoir entre nous. Donc, là, je vous propose qu'on rentre dans le sujet de l'absentéisme en 2022 par un quiz. Et tout d'abord, je voudrais vous donner où j'ai été chercher les informations, les chiffres que je vais vous communiquer. Donc, 3 sources. Le baromètre, je recherche, Hemming, le baromètre Hemming AG2R pour les chiffres qui sont de 2022. Le baromètre Malakoff Humanis également sur les chiffres 2022. Et sur tout ce qui est rétrospective, je suis allée voir le courtier, un document des courtiers d'assureurs et notamment l'assureur Verling. Donc, si vous en êtes d'accord, on va commencer par la première question du quiz. Allez, je le lance. Donc, en 2022, sur 10 arrêts de travail, combien d'arrêts sont liés au Covid, d'après vous? Alors, est-ce qu'il s'affiche? Oui. Super. Allez-y. À vos votes. Cinq personnes. Alors, je vous partage le résultat. Vous le voyez. Alors, vous êtes la moitié à dire qu'il y a eu 5 arrêts sur 10. Oui, on a l'impression que ça a touché tout le monde. Et en fait, la réponse est 2 sur 10. En fait, il y a 22% exactement des arrêts qui ont été liés au Covid. Par rapport à 2021, ça a doublé. Parce que c'est vrai qu'en 2020, 2021, il y a eu beaucoup de chômage partiel, du télétravail. Mais voilà, en 2022, depuis janvier, on est à 22% d'arrêts liés au Covid. Par contre, ça désorganise énormément, parce que ce sont des arrêts qui sont soudains et puis pas très longs, mais vraiment soudain. La personne peut commencer le travail le matin et puis ne plus être là l'après-midi. Quel est le nombre, donc deuxième question, quel est le nombre de jours moyens d'absence des salariés français en 2021 pour avoir une année terminée? Vite. Et puis que 10 personnes. Allez, je mets fin au sondage et je vous partage le résultat.
Ah, c'est mitigé, oui, oui, hein, on voit la répartition. Donc, oui, vous êtes une majorité à dire 16,4. On va voir. Eh bien, voilà, on est malheureusement à une moyenne qui est de 21 jours,7 en 2021. Les derniers résultats, là, les deux baromètres, annoncent un chiffre de 23 jours en 2022. Il faut savoir que depuis 2014, le nombre de jours moyens augmente et on a vraiment un allongement des arrêts de travail et des jours moyens d'absence pour les salariés français. Alors, dernière question sur la catégorie des personnes qui seraient le plus touchées. Je crois que le sondage porte voilà, sur le genre. Je vous laisse répondre. Allez, c'est bon. Hop. Qui nous affiche, Cindy, le résultat. Oui, les femmes, oui, 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 oui. On a... Alors, congé de maternité, avec les congés de maternité, c'est sûr que voilà, les femmes prédominent, mais même sans les congés de maternité, il y a une prévalence des femmes plus en arrêt que les hommes. La tranche d'âge, je ne sais pas si vous l'auriez deviné, ce sont les 18-34 ans. Hein, qui sont les plus touchés par l'absentéisme. Oui. Pardon, et Cécile, du coup, par rapport à ça, quel secteur d'activité est le plus touché par l'absentéisme? Oui, alors le secteur le plus touché, c'est la santé, hein, le domaine médico-social en général. Le deuxième, c'est les transports logistiques. Et le troisième, c'est les services, commerce et services. Et pour information, le BTP était le très mauvais élève il y a encore 10 ans. Hein, il était dans le tiercé de tête, on va dire. Et en fait, avec la politique mise en place de prévention, la politique zéro accident, aujourd'hui, on voit que ça marche, hein, ça a fonctionné, puisqu'on va les retrouver dans 10e position dans les domaines d'activité professionnelle. Donc, le taux d'absentéisme en France pour 2021, il est de 4,8%. Hein, donc, ça veut voilà, quand même dire que sur 1000 salariés, une entreprise de 1000 salariés, vous en avez voilà, 48 qui sont absents en totalité toute l'année. La tendance pour 2022 montre une progression encore qui irait donc sur un chiffre de 5,6%. Et je reprends mes notes parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais au niveau du coût, hein, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup voilà, d'absentéisme, mais c'est aussi un coût, et c'est vrai qu'on a du mal, on nous parle de milliards, mais on a du mal à vraiment, de façon pragmatique, comprendre ce coût. Un point de taux d'absentéisme, c'est 0,6% de la masse salariale. Dès qu'une entreprise va augmenter son taux d'absentéisme d'un point, eh bien, elle peut faire l'équivalence avec un coût sur sa masse salariale de plus 0,6%. Le maintien de salaire, ça c'est l'Argus de l'assurance, qui dit que le maintien de salaire, c'est un coût de 85 € par jour et que le coût d'absence pour un salarié par an, en moyenne, c'est 3 296 €. Donc, on voit, bien sûr, il y a un coût humain, hein, mais on voit aussi ce coût hein, sur les absences. Donc, quelles sont les explications
qui sont données pour ces augmentations voilà, depuis 2014 sur l'absentéisme. Donc, sociétalement, au niveau social, on voit donc l'augmentation des familles monoparentales est une explication. Les salariés aidants d'approche malade ou handicapés, ils sont approximativement évalués à 20% des salariés qui auraient cette posture d'aidant. Et puis, un autre sujet, c'est celui des salariés qui ont connu une reprise difficile après un arrêt longue durée. Donc, nous, on a choisi de faire un focus sur ce volet-là. Et je vous propose d'avancer sur voilà, quelles absences nous accompagnons. Donc, la plus grande partie, ce sont les maladies. Donc, les maladies redoutées, les maladies chroniques évolutives, dans 45% des cas, les psychopathologies, le burn-out, la maternité, avec les congés parentaux, et puis des aléas de vie comme les accidents de trajet ou la perte d'un être cher. Et pour les maladies redoutées, qu'est-ce que tu appelles déjà maladies redoutées et qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour accompagner ces personnes-là par rapport à ce type de maladie? Voilà, donc les maladies redoutées, c'est voilà, ce qu'on peut englober sur la maladie comme le cancer. Et c'est vrai que la reprise du travail, on n'accompagne pas que le premier jour. On va accompagner aussi les contrôles médicaux. Bon, c'est valable aussi dans les maladies chroniques évolutives. Si on parle de l'endométriose, par exemple, ou d'autres maladies, c'est vrai qu'il va y avoir des contrôles médicaux qui vont être réguliers. C'est aussi d'accompagner, de faire repérer le salarié qu'il y a des troubles du comportement qui sont associés à cette crainte, à cette peur de l'examen et des résultats surtout. On appelle ça le syndrome de la clé Damoclès. Et du coup, il y a des troubles du comportement. Et quand on travaille, vous allez avoir des personnes qui vont être un petit peu plus agressives, irritables, d'autres qui vont un petit peu s'isoler, disparaître. Donc, c'est de leur faire repérer leur changement de comportement à ces moments-là pour pas qu'il y ait des étiquettes de plaquées sur la personne. Parce que combien de fois on a entendu depuis qu'il est revenu, depuis qu'il a été malade, c'est plus le même. Il est comme ci, il est comme ça. On a des raccourcis et des jugements des fois très, très hâtifs. Donc, c'est pour éviter ce millefeuille. C'est la première couche, en fait, pas forcément de conflit, mais d'incompréhension qui rend le retour à sa place difficile. Merci. Alors, en 2021, on voit une nouvelle, de nouvelles causes qui arrivent. Et les chiffres nous donnent malheureusement raison, c'est qu'en 2021, hors maladie, la première cause des arrêts longs, ce sont les troubles liés à la santé et à la détresse psychologique. Vous en entendez beaucoup parler, c'est vrai que depuis cette crise sanitaire, on voit que cette détresse psychologique, elle se fait sentir, je dirais, sur toute la ligne hiérarchique dans l'entreprise. Aujourd'hui, donc les chiffres qui sont donnés, c'est que ce sont 16% des arrêts longs. Les TMS, les troubles musculo-squelettiques, étaient la deuxième position. On avait les maladies en premier, après les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux arrivaient en troisième, voire quatrième position. Et là, on voit que depuis l'année 2021, on est sur des arrêts longs dus aux troubles psychologiques. Et ce sont des arrêts qui ont une durée 2 fois plus importante que les autres arrêts, les autres motifs. Donc, je vous propose de passer aux bonnes pratiques pour réussir le retour au travail, qu'on voit ensemble qu'est-ce qui peut être mis en place, amélioré.
Alors, le tout premier, vraiment mon cheval de bataille, c'est garder le contact. Je sais qu'on a tous, dans les services RH, vous avez vraiment multitude d'occupations. C'est vite arrivé, sans mauvaise intention, d'oublier quelqu'un qui serait en arrêt longue durée. Mais voilà, garder le contact ou faire garder le contact dans les équipes. Généralement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a souvent une personne qui a gardé le contact, mais il n'y a peut-être pas toujours la communication dans l'équipe. Alors, trouver tous les alibis, et j'allais dire merci à nos portables, parce que le SMS, je trouve que c'est vraiment l'outil qui n'est pas trop intrusif, et puis qui permet vraiment, vraiment de garder le lien avec la personne absente. Ça peut être d'envoyer une photo, des fois on ne sait pas quel mot mettre, mais rien qu'une photo de l'équipe. On va arriver aux fêtes de fin d'année, s'il y a une décoration d'installer, ça peut être aussi de prendre l'arbre de Noël, le sapin, ou je ne sais pas, mais de prendre une photo et de lui envoyer, voilà, avec une petite pensée. Les informations générales, ça on est voilà, par téléphone ou par mail, de pouvoir envoyer les informations globales de l'entreprise. Et puis une petite attention s'il y a une intervention, ou dans les cas de maternité, c'est vrai que le manager peut aller chercher l'idée qui va faire plaisir et puis déléguer l'achat à des collaborateurs pour impliquer un petit peu tout le monde dans le côté de garder contact avec voilà, tous les alibis possibles. Mais ça, c'est hyper important pour que la personne se sente appartenir encore au collectif. Le deuxième type, ça serait personnalisé. Donc, retenez quelques dates quand si une personne s'est fait opérer ou a eu une longue rééducation, voilà, retenir le nom, par exemple, de la clinique, ou voilà, garder quelques repères pour pouvoir montrer que vous n'oubliez pas. Et puis, notamment, voilà, le prénom, j'ai mis le prénom là pour quand il y a une naissance, par exemple. Voilà, vous marquez des points si vous parlez du bébé avec le prénom. Oui, justement, je te coupe, je profitais, Oui. c'est un retour d'expérience, je profite de cette slide aussi pour en parler, parce qu'on a l'impression qu'il faut mettre des choses en place qui vont nous coûter très cher ou qui sont très compliquées à mettre en place. Mais nous, par exemple, je sais que dans notre ancienne boîte, en fait, à chaque naissance, on offrait un petit body aux couleurs de la société avec le nom du bébé dessus. Voilà, c'est pas quelque chose qui coûte forcément très cher, mais l'effet, il est waouh de suite. Et pareil, on personnalisait vachement les cartes. Alors, quand il y avait des jolis souhaits à souhaiter, on le faisait, mais pareil pour des décès. On essayait tout le temps de se tenir au courant et informer de la vie de nos collaborateurs pour pouvoir après personnaliser un maximum les cartes, par exemple, à envoyer. Et ça, c'est vrai que c'est des choses où on se sent soutenu, que ce soit dans les mauvais comme dans les bons moments. Et c'est vraiment pas du tout compliqué à mettre en place et ça paraît des fois un petit peu bête et futile, mais vraiment l'effet, il est vraiment là. Donc voilà, je voulais juste parler Merci. de mon expérience. Merci Cindy, mais c'est vrai, je vais reformuler, mais c'est vrai que des fois, c'est pas des gros budgets de choses, mais c'est la reconnaissance, l'intérêt qu'on porte à l'autre. Alors, répertorier les changements, oui, ça serait vraiment un outil qui est utile d'ailleurs pour tout le monde. C'est avoir un petit carnet. Aujourd'hui, où on est énormément sur nos écrans, revenir au petit carnet pour noter les changements qui ont lieu durant l'absence de la personne, de la collègue. Alors, ça peut être une personne qui a changé, je sais pas moi, à la compta, ou un fournisseur qui a plus le même interlocuteur, ou un process
qui a changé parce que toute personne, de toute façon, on est dans des changements perpétuels, mais du coup, quand on est dans l'activité, on l'intègre et on ne se souvient plus du tempo. Et le fait d'écrire sur ce petit carnet, vous allez voir que ça sert un petit peu à tout le monde, aux nouveaux arrivants et aussi aux personnes qui ont été absents sur un temps donné. Parce que la plus grande crainte des gens quand il y a un arrêt longue durée, c'est la boîte mail quand ils reviennent. Voilà, c'est la boîte mail et puis c'est est-ce que je vais vraiment être capable de reprendre le train en marche, quoi. Donc, ce petit carnet, voilà, ça serait vraiment mon troisième conseil. Mettez un petit carnet à disposition. Hop là, c'est ça. La quatrième consigne, préparer, parce que c'est vrai que on vous a mis là la BD qui va bien, mais la nature n'aime pas le vide. Donc, quand une personne est absente, eh bien, il suffit que le siège d'une autre personne soit détérioré. Hop, on va lui prendre le siège, la souris, le casier. Voilà, c'est des choses qu'on a entendues, on n'a rien inventé, mais c'est vraiment la vraie vie. Le casier qui a été redonné aux stagiaires et la personne se sent... c'est la base du réaccueil. Hein, c'est vraiment que son matériel soit prêt et qu'on ait, s'il n'y a pas eu de remplaçant, voilà, qu'on ait dépoussiéré ou vérifié que tout était en ordre. Vérifier aussi l'horaire à laquelle elle va arriver, parce que si c'est une collaboratrice ou un collaborateur qui a l'habitude d'être très matinal, s'il arrive et qu'il n'y a personne, ce n'est pas les meilleures conditions. Les rituels d'accueil, est-ce qu'il y a un rituel dans l'équipe? Bon, souvent j'entends, on amène le gâteau quand c'est l'anniversaire. Voilà, c'est un nouveau départ. Donc, est-ce que ce rituel-là peut être aussi instauré quand une personne revient dans l'entreprise? Qui accueille et qui forme. Ça, c'est avec le collectif, hein, avec l'équipe de travail, de dire qui va accueillir, qui prend un peu de temps parce que ce n'est pas du temps perdu, hein, c'est vraiment du temps gagné d'avoir déjà défini ça, préparé ça en amont. Souvent, quand il y a un arrêt longue durée, il y a une reprise qui est faite en temps partiel thérapeutique. Alors, le fameux mi-temps, ce n'est pas forcément un 50%, hein, ça peut être un autre temps. Et c'est surtout attention de bien calibrer les tâches de travail. Alors, pas la première journée, je pense que tout le monde en a conscience, la première journée, de dire tu vas prendre ton temps, mais très rapidement, il y a quand même un flux d'activité, puis il y a de la création de valeur. Hein, le travail, les salariés sont là pour ça. C'est aussi d'adapter vraiment les tâches au temps qui est imparti et ça demande au manager ou à l'équipe de bien évaluer en fait la remise à niveau, le temps de remise à niveau et puis la montée en charge. Comment on va programmer ça? Donc ça, c'est quelque chose qu'on accompagne dans la préparation avec les salariés de définir un plan d'action sur ce temps partiel thérapeutique. Et puis, voilà, la sixième bonne pratique, c'est vraiment d'associer l'équipe, communiquer sur la reprise. Et une des notions importantes, c'est la compréhension et non la compassion. Voilà, donc nos accompagnements sont packagés sous forme de box. Voilà, vous voyez les différentes couleurs. Parce qu'on considère que c'est des vrais cadeaux que l'entreprise fait à son manager, mais aussi aux salariés, à la jeune maman ou aux salariés endeuillés. Et maintenant, on va laisser place à l'échange, à vos questions, vos retours d'expérience également.
Oui, n'hésitez pas à nous dire, vous, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre entreprise, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place, euh, peu importe à petite ou grande échelle, pour continuer à faire vivre, à nous donner nous aussi des conseils, sans forcément parler de longue absence, parce que Cécile, quand tu dis longue absence, les arrêts longs, c'est combien de temps? Ah, c'est une très, très bonne question, Cindy, parce que moi, je trouve, alors, on parlait d'arrêt long, enfin, moi encore, dans mes définitions, c'est 90 jours, hein, plus de 3 mois. Mais on sent pointer le fait, avec la nouvelle loi santé et travail qui a comme objectif hein, d'éviter la désinsertion professionnelle, le 30 jours, il arrive. Hein, le rendez-vous de liaison est instauré à partir de 30 jours d'arrêt. Bon, les choses vont plus vite. Hein. Je crois qu'on en fait tous le constat. Donc, est-ce que nous, on avait repéré que 3 mois d'arrêt, il y a vraiment une déconnexion, j'allais dire, et puis même un éloignement, un décalage. J'utiliserai plus le mot de décalage entre la vie du travail et puis ce qu'a vécu le salarié pendant son absence, que ce soit pour voilà, maladie, troubles psychologiques ou maladie physique. Ouais. Et pareil, je me permets de poser plein de questions. Peut-être que ça ouvrira aussi les premières questions, c'est toujours difficile. Donc, tu fais bien. C'est sûr. Il y a une question d'ailleurs sur le chat. Je ne sais pas si toi tu y as accès, Cécile, mais je vais te la lire. Donc, je me permets d'ouvrir le bal des questions sur le chat. Ça doit être délicat pour celui ou celle qui revient d'être traité comme un malade et renvoyé à sa maladie en permanence. Par exemple, ça va mieux, tu as l'air en forme, etc. Y a-t-il un bon moyen de renouer le lien sans forcément passer par le sujet de la maladie? Oui, c'est une très bonne question. C'est souvent ce que disent les absents. Hein. Déjà, ils ont été confrontés dans leur vie quotidienne, hein, parce qu'ils ont quand même une vie, même s'ils se font soigner, ils ont une vie et le regard de l'autre, des voisins, de la famille, c'est déjà là. Ah tu parais aller mieux. Bon, comment tu vas? Et puis c'est ce ton, ce ton. Souvent, ils parlent de pitié, hein, la pitié. Voilà. Donc, je vois des têtes qui font. Voilà, ce ton de pitié, il est vraiment pas. Ils ont approuvé en fait qu'ils sont en vie hein, et qui veulent avancer. Donc, le meilleur moyen de reprendre contact, c'est déjà de rester, j'allais dire, naturel et puis peut-être plutôt de partir de vous. Je suis ravie de te revoir. Et puis, on va déjeuner ensemble ce midi. Tu m'en parles pas, tu fais comme tu veux. Moi, c'est notre relation que je suis contente de retrouver, de travail et plus, voilà. Mais peut-être ça peut être plus facile si vous partez de vous. Et puis, nous, dans l'accompagnement, on travaille avec le salarié absent sur une phrase, alors qu'on a appelé la phrase tampon. Mais on est dans une société de lien social, donc il ne faut pas rompre le lien social. Donc, on ne peut pas dire j'ai pas envie d'en parler, voilà, c'est pas OK. Donc, on va travailler avec la personne, avec ses mots à elle, avec ce qu'elle a envie de communiquer sur cette phrase tampon qui est faite pour garder le lien social et en même temps ne pas revivre un tsunami émotionnel à chaque fois qu'on lui parle de son absence ou de sa maladie. Merci. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu. Oui. Oui. Est-ce que tu pourras redonner la source de la stat absentéisme? J'ai une question sur le chat. Je ne sais pas vraiment de quelle stat il s'agissait, parce que tu en as donné plusieurs au début. Mais si tu peux redonner du coup les 3 sources que tu nous as dit au début, s'il te plaît. Il y a le baromètre Hemming AG2R.
hein, qui est sorti en juin, le baromètre Malakoff Humanis qui a été publié en septembre, et puis le courtier d'assurance Verlingue qui, lui, a fait plutôt un dossier sur les tendances, hein, sur ces dernières années. Voilà. D'accord. Bon, de toute façon, j'en profite pour le dire à tout le monde, il va y avoir un compte-rendu donc, qui sera envoyé à la suite de ce canapé RH et on remettra évidemment tout ce qui s'est dit Oui. et notamment toutes les sources. Et sur les coûts, c'est l'Argus de l'assurance, hein, qui a alors voilà, sur les coûts de l'absentéisme, c'est assez complexe à calculer parce qu'il y a les coûts directs, ce que coûte un arrêt maladie en fonction de la convention collective. Pour l'employeur, il y a le temps de gestion de tous les arrêts, le remplacement s'il y a un remplaçant, et puis il y a tous les coûts indirects et les coûts indirects cachés. Les coûts indirects, c'est le surplus de travail que ça va avoir, et peut-être, parce que ça on le remarque bien, qu'il y a un cercle vicieux de l'absentéisme dans les équipes. Plus vous avez d'absents dans une équipe, plus les présents vont s'autoriser à s'absenter. Donc, voilà, c'est de ne pas arriver à ce point de non-retour. Donc ça fait partie des coûts indirects. Et puis les coûts indirects cachés, c'est les erreurs que vont, à force, on le voit bien, si on en arrive là dans le domaine de la santé, à fermer des services d'urgence ou des services de pédiatrie, c'est que le risque de l'erreur est trop important. Donc, et que ce manque de personnel, à un moment, il n'y a pas d'autre choix. Donc, voilà, sur les coûts, il y a vraiment ces coûts directs, coûts indirects et coûts indirects cachés. Mais voilà, et le coût humain qui, lui, n'a pas, voilà, qui n'a pas de prix. J'ai une autre question sur le chat. Comment motiver les personnes absentes depuis longtemps à retrouver le chemin du travail? Ouais. C'est une question que les services RH nous posent souvent. Alors, je vais dire que tout ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant pour gérer l'absentéisme, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent témoigner sur ce qu'ils ont pu mettre en place, mais nous, ce qu'on entend, c'est souvent des contrôles médicaux, hein, des contrôles au domicile, voilà, des salariés. Bon, ça, je suis pas... Les retours, hein, qu'on me donne sont pas fabuleux. Et souvent, il y a une coupure entre le salarié et l'employeur. Hein, il ne va plus répondre aux messages ou on ne sait plus trop comment communiquer avec lui. Donc, bon, vous allez dire que je suis pour vendre ma paroisse, mais c'est que je pense qu'il faut arriver avec une solution différente et une solution d'un tiers, de quelqu'un d'extérieur à l'entreprise. Parce que il faut apporter de la neutralité, de l'impartialité. Quand l'arrêt il est long, il est très long, enfin j'ai entendu trop long, très long, après il faut aller voir qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé, et puis où est le blocage. Parce que le plus long, notre expérience la plus longue, c'est dans le public, on a accompagné une personne, ça faisait 4 ans et demi qu'elle était en arrêt. Pour vous dire, la RH me dit, Cécile, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Bon, nous on s'est dit, on va essayer. Bon, là, ça n'a pas été, on accompagne sur 1 mois, hein, généralement. Là, on n'a pas fait un accompagnement d'1 mois, ça a été sur 4 mois. Mais elle a repris. Et en effet, il y avait un peu un phénomène en boucle qui se transformait un peu en conflit, voilà. Et ça a été de remettre un petit peu le curseur sur il y a un contrat de travail, quoi. Le salarié, il a signé son contrat de travail et il y a le côté administratif du contrat de travail, mais il y a aussi le contrat de loyauté qu'on a ensemble. Et si ça ne convient plus, il faut trouver, voilà, on peut se quitter, mais il faut avancer, quoi. Il faut être
être concret. Et je pense que le fait qu'on soit indépendant de l'entreprise, le salarié, il peut entendre et puis il voit une main tendue. Et souvent, enfin, je trouve que quand les arrêts sont très longs, à un moment, il y a des habitudes qui se créent hein, de part et d'autre. Et à un moment de tendre une main, ça permet aussi de redevenir acteur de son emploi, de son travail. Et nous, cette notion d'empowerment, hein, de reprendre le pouvoir, c'est quelque chose qui est vraiment qui nous anime. Donc, pour la personne, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais pour se comparer, il y a une seule étude qui donne des chiffres hein, sur les accompagnements. C'est l'étude Vican 2, donc 2 ans après un diagnostic de cancer. Hein, c'est la seule étude qu'on a, Vican 2 et Vican 5, 5 ans après un diagnostic de cancer, et qui montre qu'une personne qui a eu un cancer, qui est en capacité de reprendre, il n'y en a qu'une sur 2 qui va reprendre le chemin du travail. Et nous, on a fait évaluer notre méthodologie avec une caisse d'assurance maladie et on est à 96% de gens accompagnés qui reprennent. Donc, je pense que cette main tendue, ce côté, on a envie de vous revoir ou de nous dire ce que vous voulez faire, ça aide à reprendre le contact. Charles, il y a Charles qui a levé la main. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, vous m'entendez ? Oui, oui. J'avais juste une petite question puisque vous aviez soulevé le fait que l'absence aujourd'hui numéro 1, ce sont les absences liées à l'état psychologique finalement. Et en tout cas que ce type d'arrêt prenait de plus en plus de place au détriment des arrêts qu'on connaît un peu mieux. Je pense aux troubles musculo-squelettiques. Est-ce qu'on ne prend pas un risque dans la volonté de garder le contact pendant l'arrêt dans ce cas de figure? Puisque finalement, il y a aussi des personnes qui se retirent du travail puisqu'elles ont vraiment besoin de faire un break et qui sont dans une situation véritablement d'épuisement professionnel. Alors peut-être que l'intention est finalement bonne, hein, de vouloir à tout prix prendre contact, prendre des nouvelles et anticiper la reprise du travail, mais est-ce qu'on ne fait pas porter un risque à l'entreprise en démarchant ainsi? Merci Charles, merci vraiment beaucoup. Oui, en effet, la prise en charge de retour au travail après un burn-out, enfin moi j'utiliserai plus l'épuisement professionnel parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Heureusement, les gens s'arrêtent avant d'être en burn-out. Il existe hein, les vrais burn-out et ça c'est vraiment terrible. Et en effet, là, va même y avoir une prescription médicale. Les médecins demande et oblige le salarié à ne plus penser au travail parce qu'au départ, il est le petit poisson rouge dans le bocal. Hein, il n'arrive pas à décrocher la culpabilité, sa relation au travail l'empêche de pouvoir se poser. Donc, en effet, dans ces situations-là, c'est la situation où le contact va être coupé pour le bien-être du salarié. Alors, j'avais une deuxième question, si je peux me permettre. On a tous eu aussi dans l'entreprise des personnes qui sont absents, on va dire, sur une durée relativement longue, aux alentours de 30 jours, mais de manière très régulière. Je pense à un ancien collaborateur qui était atteint de la maladie de la mucoviscidose et qui l'amenait à s'absenter sur des périodes très longues, mais aussi de façon très régulière. Est-ce que dans ce cas-là, il est toujours opportun de mettre en place un dispositif de retour au risque double, c'est que la personne concernée se dise c'est à chaque fois le même cinéma, à chaque fois que je reviens, ça va quoi. Et aussi les collaborateurs qui, eux, ne sont pas malades, pas absents d'une manière générale et qui se diraient dis donc, vu comment on est bien considéré, j'ai peut-être tort d'être présent. Et du coup, créer un double malaise finalement, alors que tout part d'une bonne intention, on est d'accord, mais est-ce que dans la pratique, est-ce que vraiment ça manque son efficacité dans ces cas de figure-là? Alors, sur les arrêts itératifs, hein, comme vous expliquez, voilà, qui sont assez réguliers, la démarche, elle va être, on observe qu'il y a des arrêts réguliers. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour
trouver un équilibre entre la santé, qui peut-être est en déséquilibre actuellement, et le travail. Donc, je pense par exemple aux situations d'endométriose où les femmes vont être absentes régulièrement. Là, dernièrement, on a accompagné une jeune femme et ce n'était pas forcément le manager avec qui c'était problématique, mais comme vous dites, Charles, les collègues. Et du coup, voilà, on a fait la réunion avec les collègues et du coup de discuter de ce qui, eux, les gêne. Là, bien sûr, la jeune femme, elle était dans un stress perpétuel de se dire est-ce que je vais pouvoir aller bosser, et il y avait des jours d'absence très réguliers, alors 2 jours, 3 jours par mois. Un protocole a été mis en place avec le médecin. Elle n'arrivait plus à en parler, elle ne pouvait même pas en parler à ses collègues, pourtant qui étaient je dis femmes. Et du coup, on a mis en place une règle de fonctionnement entre elles. On les a aidées en fait à pouvoir discuter entre elles de qu'est-ce qui pouvait être tolérable ou pas. L'ARH a accepté qu'ils ont des horaires d'arrivée avec, c'était 9h15, je crois, le plafond, et du coup, a accepté donc la règle, si mais elles l'ont décidé ensemble, parce qu'il faut que ce soit porté de façon collective pour que ça fonctionne. Donc, la règle, c'est que si elle est en capacité, avant d'arriver, de venir jusqu'à 11h, elle vient. S'ils ne la voient pas à 11h, ils savent qu'elle ne sera pas là de la journée. Voilà. Et du coup, il y a une transparence, il y a un code entre elles et l'expérience a été menée il y a quelques temps chez une autre personne sur des situations, c'était pas identique, mais il y a eu un protocole qui a été aussi instauré et la RH me disait, on a beaucoup moins d'absence. Hein. Et je pense que tout de suite, le fait d'enlever ce stress, ça a une influence sur la santé. Et puis, ce qui peut aider aussi, c'est la nouvelle loi santé, enfin là, c'est la loi de la sécurité sociale, c'est des fois pallier, ne pas s'absenter, mais pallier avec le temps partiel thérapeutique, hein, de se dire, bon, je suis dans une phase de crise, hein, là, vous parliez d'une... est-ce que le fait de réduire mon temps à 60% peut m'aider à récupérer et à me sentir moins fatiguée, parce que ça met... nous, on est toujours favorable à mettre les gens en petite victoire, hein, toujours en petite victoire, en politique de petite victoire, plutôt que de dire je suis encore arrêtée, c'est un échec, et puis ils vont plus comprendre. C'est un peu après, je suis Calimero, quoi. Et mal vu. Merci Cécile. Il nous reste 10 minutes. Il y a une autre personne qui lève la main. Donc, je pense que ce sera l'occasion pour la dernière question ou l'avant-dernière dernière question. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Bonjour. 2 petites questions. En fait, en tant que RH, ou responsable RH, est-ce que ce n'est pas dérangeant d'appeler justement les collègues qui sont en arrêt, longue durée? Parce que des fois, ça peut porter... ça peut être considéré un peu comme du harcèlement, ou essayer de trouver des réponses peut-être alors que ce n'est pas voulu, hein, tu vas prendre des nouvelles. Et justement, et pour ceux qui sont souvent qui sont en arrêt longue durée comme ça, est-ce qu'ils reviennent souvent après dans la société? D'accord. Donc, il y a deux points. Alors, le premier, la jurisprudence, elle est assez claire, hein, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire pendant un arrêt maladie. Donc, durant les 15 premiers jours, vous avez le droit de demander, d'appeler votre collaborateur, de lui demander les codes d'accès à son ordinateur, où il en est dans ses dossiers, tout ce qui est relatif au bon fonctionnement du travail, hein, durant les 15 premiers jours.
Ensuite, ce sont des informations générales, mais vous ne pouvez pas lui parler du travail, du style ah ben on n'en peut plus, quand est-ce que tu penses arriver? Voilà, ça peut être catégorisé hein, comme du harcèlement, comme si vous l'appelez tous les jours ou 2 fois par jour, ou voilà. Voilà, j'allais dire c'est du bon sens, mais c'est la régularité en fait, voilà, du contact. Pour lui faire une proposition, une mise à disposition, par exemple, voilà, aujourd'hui, la loi santé et travail dit que l'employeur a la possibilité de voir son salarié durant un arrêt maladie de plus de 30 jours. Donc, ça peut être à l'initiative de l'employeur comme à l'initiative du salarié. Hein. Donc, ça donne une souplesse. Après, j'allais dire, je pense qu'il y a aussi le climat social de l'entreprise ou comment les choses se passent de façon habituelle. Vous connaissez les salariés, voilà, comment est-ce qu'ils vont interpréter ou pas, et puis comment c'est dit, comment c'est amené. Hein. Je pense que, j'allais dire, quand l'intention elle est bonne, ça se passe, enfin, j'allais dire, je pense que les choses se passent bien. Nous, on n'a pas eu de refus, en tout cas aux propositions qui sont faites d'accompagnement. Et puis votre deuxième question, le deuxième volet, c'est... Est-ce qu'ils revenaient vraiment, voilà, après une longue absence, est-ce qu'ils reviennent vraiment dans l'entreprise ou ils veulent changer de job, d'univers ou de plein de choses? Oui. Je vous dis, là, je reprendrai les chiffres. Hein. Une personne sur 2, après 6 mois d'arrêt, ne reprend plus le chemin du travail. 1 sur 2. Les jeunes mamans, aujourd'hui, après un congé de maternité, si la jeune maman ne se sent pas bien réaccueillie, elle va changer d'employeur dans les 18 mois. Donc, les chiffres nous montrent qu'il y a une déperdition, enfin je sais pas comment, j'aime pas le mot là quand j'entends beaucoup faire de la rétention. J'aime pas trop, moi je me dis oui, il faut fidéliser plutôt ses talents quoi, quand on a une bonne collaboration et tout. Je pense qu'aujourd'hui ce qui a changé avec la crise sanitaire, c'est que la santé elle est rentrée dans l'entreprise et du coup en cas de coup dur, l'entreprise, elle attend la mobilisation de ses collaborateurs. Mais maintenant, le collaborateur, quand il y a un coup dur, lui, il attend aussi. Hein. Les derniers questionnaires disent que 86% des salariés qui connaissent un coup dur dans leur vie attendent de l'entreprise un soutien. Donc, je crois que c'est aussi ce côté, cette relation donnant-donnant hein, qui est de plus en plus, qui s'instaure de plus en plus dans la relation de travail qu'il faut appréhender pour les faire reprendre. Si votre question, elle est sur nous ce que l'on observe, j'allais dire oui, dans les détresses psychologiques, l'épuisement professionnel, nous, on n'est pas favorable, par exemple, à la reprise au même poste. Donc, ils peuvent reprendre dans l'entreprise, mais à un autre poste. Voilà, ouais. Si c'était ça, hein, je fais peut-être un peu de la lecture de pensée, mais si votre question, elle touchait ce volet-là, les Canadiens, les Belges, oui, ils font reprendre au même poste, mais ils accompagnent sur une durée entre 1 an et 18 mois le collaborateur. Nous, on n'est pas comme ça en France. Donc, nous, on est plutôt favorable à éviter que les gens... Il y a un risque hein, de rechute qui est important. Donc, les accompagner sur une autre mission. Quand c'est possible, bien sûr. Oui, quand c'est possible. Oui. Mais vous voyez, vous faites le lien. On a eu une demande hein, jusqu'à maintenant, qu'une seule, mais j'ai trouvé que l'entreprise avait bien cerné. Il y avait une personne qui avait, bon, c'était une cadre, qui avait un aléa de santé, vraiment des douleurs importantes, et la médecine, il y avait les médecines du travail, il y avait un risque d'inaptitude et un risque de licenciement pour inaptitude.
Et du coup, ils nous ont demandé de l'accompagner pour préparer sa trajectoire professionnelle, quoi, son évolution, son rebond. Et du coup, donc là, c'est une personne de l'équipe qui fait de l'outplacement et on a travaillé en binôme. On a construit vraiment quelque chose pour elle, quoi, qui est vraiment un accompagnement pour elle, pour qu'elle puisse voir avec les problèmes de santé, comment elle peut rebondir, comment elle peut évoluer. Et je vous invite, on a fait la vidéo de son témoignage la semaine dernière, donc on va le mettre en ligne. On va le mettre en ligne sur notre chaîne YouTube le 9 novembre parce que c'est le jour de la reconversion. Je ne savais même pas que ça existait. Il y a une journée européenne de la reconversion professionnelle. Donc, du coup, voilà. Mais voilà, c'était une belle, voilà, un accompagnement de 6 mois, mais voilà, le champ des possibles est ouvert, quoi. Donc, non à la double peine. Enfin, voilà, c'est mon message. Non à la double peine. Ça peut arriver à tout le monde. Oui. Un petit croche-patte de la vie, là. Et du coup, moi, je suis convaincue qu'il y a de nouvelles forces qui se développent et que faut tendre un petit peu la main. Bien sûr. Merci. On est pile poil dans le timing. Cécile, je te remercie vraiment pour cette thématique et je vous remercie tous pour les échanges. Il y avait encore des questions sur le chat, mais je vais voir avec toi, Cécile, et on répondra sur le compte-rendu. Si vous avez des questions encore à poser, n'hésitez pas à répondre au mail que vous avez reçu. Et moi, j'aurais une dernière petite question parce que j'ai besoin quand même un petit peu de feedback sur ce qu'on me propose chez Eurecia. Donc, c'est juste pour que vous répondiez à mon petit sondage. C'est la dernière question du canapé RH. C'est voilà, pour savoir si ça vous a plu, le contenu, si on continue comme ça. Voilà, j'ai besoin d'avoir votre feedback. Ça nous aide beaucoup. Et le temps que vous répondiez, moi, je vous dis au 6 décembre à 14 h, il va y avoir un prochain canapé RH sur la thématique du stress numérique et de l'hyperconnexion aux écrans, toujours dans le cadre professionnel. Donc, voilà, vous recevrez sous peu des invitations à participer à ce canapé RH. Et sinon, je vous dis bonne journée à tous. Et Cécile, encore merci pour ce webinaire. Merci Cindy, merci Fanny. Et puis merci à vous toutes et tous qui ont participé. J'espère voilà, vous avoir semé des petites graines. Et puis parlez de nous autour de vous. Ça, c'est notre message. Merci et puis bonne continuation. Merci à tout le monde et bonne journée.